Alors bonjour à tous, donc nous commençons une interview d'Alban Doucet que bon, moi-même j'avais découvert en tant que vidéaste sur YouTube et nous nous étions contactés à l'issue d'une de ses vidéos où en fait il encourageait, à l'issue de laquelle il encourageait un peu tout le monde entre guillemets à s'intéresser, à faire des fiches de lecture, quitte à justement commencer à se fabriquer un petit réseau de créateurs. Vidéo qu'il avait conclue en menaçant tout contributeur, tout vidéaste de lui envoyer un mug I love Michel Drac. Voilà, s'il s'était rendu coupable de suffisamment de vidéos. Ce qui était mon cas, et j'avais trouvé l'initiative, quoique justement un peu rigolote, je l'avais trouvée assez judicieuse, et du coup nous étions contactés par cet intermédiaire. Et donc dans les commentaires sur YouTube, et je suis actuellement l'heureux possesseur d'une telle tasse, malheureusement que je ne vais pas pouvoir montrer aujourd'hui, mais je suis très fier. Et du coup, je suis également très fier d'accueillir Alban pour une interview, puisque c'est ce que nous avons fini par en discuter. Donc une interview qui sera focalisée essentiellement sur son expérience en tant que créateur donc, de vidéos, mais évidemment en tant que aussi en ce qui concerne la création des fiches de lecture et aussi la sélection des différentes sources, que ce soit les livres d'un côté ou des sources médiatiques de l'autre. Donc voilà, on va commencer par en fait une première question qui est un peu facétieuse entre guillemets, bon, pour que tout le monde soit au clair. Donc question numéro 1, pourquoi avoir demandé d'avoir les questions en avance? Alors, les questions en avance, bon, alors sachant que pour rien cacher aux spectateurs, on a déjà réalisé cet entretien, il y a eu un petit problème technique, du coup on recommence. Donc, à nouveau pour cette question, donc, je les aurais eu doublement en avance, hein. Alors, cette question en avance, simplement, et donc les questions généralement sont toutes simples. Il y en a certaines qui appellent des réponses très simples et d'autres des réponses complexes. Et par expérience, je sais que quand c'est des réponses complexes, on a souvent des regrets à dire ah bah non, ça j'ai dit ça, c'était faux ou c'était imprécis ou alors c'était pas bon. Du coup, par rigueur un petit peu ou par souci d'exhaustivité, je préfère avoir les questions en avance. Ça permet de se rapprocher un petit peu des avantages qu'on peut avoir à l'écrit quand on fait des commentaires, de bien peser les choses et d'envisager les choses de manière complète. D'accord. Donc voilà, une question numéro 2. Bon, même si on n'est pas là pour parler de nos vies personnelles, c'est aussi pour que tout le monde ait quelque chose à se mettre un peu sous la dent et qu'on puisse se situer un petit peu. Donc question numéro 2, pourrais-tu te présenter en donnant 2 informations personnelles vraies et une information personnelle fausse sur toi-même? Alors, en ce qui me concerne, donc, je suis inspecteur des finances. J'ai 3 enfants de moins de 4 ans et je vis à la campagne avec des poules. D'accord, très bien. Alors du coup, toutes les questions qui vont suivre vont être à la fois sur la finance et l'élevage des poules, ce qui nous permettra de déterminer si Alban est éleveur de poules ou inspecteur des finances. On va finir par connaître la vérité. Euh, donc voilà. Mais bon. Alors, question numéro 3, avant de nous intéresser à la culture des gallinacés. Question numéro 3, donc, comment décrirais-tu ta chaîne? Quels sont tes sujets de prédilection et tes objectifs à travers la chaîne? Alors, l'objectif de la chaîne, donc, euh, comment dire, le narratif de Chronique d'un éveil citoyen, qui sont les premières vidéos que j'ai postées, en fait, décrivent un petit peu cet objectif en filigrane et de manière un petit peu, on va dire, avec un storytelling, mais l'idée, c'est après une prise de conscience du narratif médiatique mainstream qui était en décalage avec ce que je constatais au niveau du réel, des éléments qui me permettaient de juger le réel en tout cas.
ayant pris conscience de ce décalage, j'ai voulu faire une chaîne qui permettait à un maximum de gens d'avoir des informations qui permettent de prendre du recul par rapport à cette narration, mais aussi un recul général, parce que des fois, je vais avoir des sujets qui peuvent toucher à la philosophie, mais beaucoup d'autres champs d'analyse, en fait. Je touche à la politique, à la finance, à l'économie, à l'anthropologie, à la sociologie. Je pars dans beaucoup de directions. Et du coup, c'était un petit peu de donner sur plein de sujets, selon les centres d'intérêt des gens, des axes d'analyse qui sont un petit peu différents. Et voilà. Très bien. Ok. Ok. En ce qui concerne la question numéro 4, donc qu'est-ce qui t'a poussé au départ à te lancer dans la diffusion, dans la création de vidéos et de fiches de lecture? Alors, oui, du coup, j'ai un peu répondu à cette question-là avec la question précédente. Mhm. Mais voilà, le point de départ, c'est le constat qu'il y avait un vrai écart entre les médias mainstream et ce que je pouvais constater. Et c'est ça, enfin, c'est cette volonté d'exprimer ça, et aussi, enfin, dans une certaine mesure, que mon entourage, mes amis, ma famille, puissent aussi comprendre ça, leur donner la possibilité de comprendre, parce qu'au bout d'un moment, quand on a, et il y a beaucoup de gens, je pense, qui peuvent se retrouver là-dedans, mais quand on a des avis assez différents sur beaucoup de sujets, les gens comprennent plus pourquoi est-ce qu'on a ces avis-là, et l'idée, c'est de dire, plutôt que avoir à alimenter les mêmes débats avec les mêmes arguments en permanence, pourquoi pas aussi à un moment donné prendre le temps de synthétiser tout ça, de synthétiser tous les arguments avec le bon poids, avec la bonne justesse et la bonne exhaustivité, pour dire, bah voilà, je le mets un coup dans une vidéo, et puis si jamais il y a tel ou tel sujet qui intéresse parfois peut-être mon entourage, je peux leur dire, bah écoute, un jour j'ai fait une vidéo là-dessus, si ça t'intéresse, si tu veux argumenter, je pense que ça peut être une bonne base de dialogue, que tu regardes cette vidéo, puis après on pourra en discuter, évidemment. Il y avait aussi un peu de ça, aussi dans ce qui a pu me pousser à faire de ces vidéos, de me dire, voilà, quand on se retrouve en décalage avec la pensée conforme, avec la pensée dominante, qui est malgré tout aussi redéversée dans mon entourage, hein. Moi, je suis plutôt issu des classes moyennes à la base, et c'est des gens qui s'imprègnent beaucoup de France Inter, de France Culture, des médias mainstream. Pour expliquer pourquoi on peut être en décalage avec eux, ça me paraissait important de faire ça. D'accord. D'autant plus que on va revenir sur cet aspect-là pour savoir quels ont été les échos que tu as pu avoir. Donc ça, c'est une des questions dans la deuxième moitié. Donc les retours que tu as eus. Enfin bon, on y reviendra. Donc voilà, il semble donc qu'il n'y a pas eu un événement déclencheur très spécifique. Donc c'est un peu visiblement quelque chose d'un petit peu plus général que ça, quoi, en ce qui te concerne. Oui, bah si, le point de départ, enfin quand même, c'est un petit peu, si vous voulez, comme une tapisserie qui se décollerait dans un coin. Effectivement, à la base, c'est venu un copain qui a dit, voilà, avant d'écouter ce que racontent les médias dominants sur Dieudonné, regardez cette vidéo-là. Et puis effectivement, dans cette vidéo-là, il faisait un sketch clairement antiraciste qui taclait toutes les religions. Et c'est un peu le doigt dans l'engrenage, c'est qu'on commence à tirer la pelote de laine, à décoller le papier peint, puis on s'aperçoit que Dieudonné, effectivement, il y a clairement un décalage entre ce que racontent les médias et la réalité. C'est un peu plus compliqué que ça, hein. Je ne dis pas que c'est un saint, hein, mais la réalité est en tout cas beaucoup plus complexe. Ça amène à un sujet tel que le sionisme. Quand on s'intéresse au sionisme, on découvre un petit peu Alain Soral et des gens comme ça. Bon, pareil, hein, Alain Soral, il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais en tout cas, il pointe des choses. Puis après d'Alain Soral, effectivement, on découvre d'autres gens comme des François Asselineau qui vont critiquer l'Union européenne. On revient sur, effectivement, le 11 septembre, on revient sur beaucoup de sujets. C'est la pelote de laine, et il y a beaucoup de choses qui sont dévoilées. Et c'est des choses qui sont presque toujours politiquement incorrectes, qui s'inscrivent à rebours des médias mainstream, et qui méritent quand même d'être explorés. Mais effectivement, au final, peu importe le point de départ, parce que le point de départ, je sais il est assez différent chez les individus, hein. Je sais que dans les milieux alternatifs, ceux que je connais, par exemple,
quelqu'un qui est ossaker francophone, avec lequel on va peut-être faire une vidéo ensemble. Je sais que son point de départ, c'était, il avait fait un devis par un chauffagiste pour rénover son chauffage, et on l'avait envoyé vers des vidéos de Jean Covici. C'est bon, la critique de l'utilisation des énergies fossiles dans nos économies. Et lui, ça avait été son point de départ. Et après, il était arrivé à moi, à ma chronique d'un éveil citoyen. Et bref, aujourd'hui, on se comprend sur énormément de choses. Donc, au final, le point de départ, peu importe. L'important, c'est la trajectoire, c'est le voyage. Peu importe le point de départ, même la destination, effectivement, c'est important de savoir où on va. Mais l'important, c'est tout ce qu'on arrive à découvrir. Ok. Alors pour prendre un petit peu de hauteur et de largeur d'une certaine manière, pour voilà, changer un peu de sujet d'une certaine manière, quelle est ta perception et j'ai conscience que la question est très vague et très vaste. Donc voilà, même si tu réponds un petit peu à côté, il n'y a pas de souci particulier. Donc question numéro 5, quelle est ta perception du petit monde des vidéastes et de la création vidéo telle que tu as pu la voir? Alors, ouais, je vais reprendre un petit peu les termes parce qu'au final, l'image que j'ai prise la première fois qu'on en a parlé, je la trouve assez bonne. C'est d'ailleurs le monde des vidéastes. Pour moi, c'est pas un petit monde. Ou alors, on peut considérer que c'est un petit monde si on regarde la partie émergée. Ce serait un peu comme un iceberg avec effectivement des vidéastes qui ont pignon sur rue, qui ont acquis une certaine notoriété. Et en fait, en dessous, il y a les parties immergées, c'est-à-dire les vidéastes qui n'ont pas du tout de notoriété et qui peuvent faire du contenu qui est très intéressant, mais qui est très intéressant évidemment selon mes critères, c'est-à-dire des vidéos qui vont mettre en lumière un certain nombre de connaissances qui vont être parfois arides parce que longues, mais ou parfois un peu vulgarisées, mais de la bonne manière et qui permettent d'aller à l'essentiel. Et ça peut être des gens qui sont pas du tout mis en avant. Donc le petit monde des vidéastes. Et puis ce que je disais aussi, effectivement, même si certains vidéastes ont acquis une certaine notoriété, rien n'empêche que leur contenu ait des qualités qui soient très inégales. Donc, enfin, disons qu'il y a des vidéastes qui peuvent avoir une qualité qu'on peut juger mauvaise alors qu'ils ont acquis une certaine notoriété parce qu'en fait leur contenu m'intéresse pas de base. En fait, moi ce qui m'intéresse c'est des choses qui permettent d'améliorer ma connaissance des choses. Donc si c'est des gens qui parlent pour rien dire, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais malgré tout, il y a certains vidéastes qui vont avoir des qualités assez inégales. Enfin, je citais Tatiana Ventose. Tatiana Ventose, dans certaines vidéos, c'est simplement quasiment une lapidation d'Emmanuel Macron pendant 40 minutes, ça n'a pas d'intérêt. Et puis des fois, elle va avoir des analyses très, très pertinentes. Par exemple, sur le film Don't Look Up, elle fait une analyse de la sociologie d'Hollywood, et ça, elle arrive vraiment elle met le doigt sur quelque chose d'intéressant quand même. Et du coup, voilà, un des problèmes aussi du monde des vidéastes, c'est qu'il va y avoir des qualités très inégales, enfin, y compris sur ma chaîne. Hein. J'ai parfaitement conscience qu'il y a des vidéos qui vont particulièrement intéresser certaines personnes et d'autres vidéos beaucoup moins. Voilà, et ça va dépendre évidemment des personnes. Hein. Mais malgré tout, il y a des contenus idéaux, des contenus inégaux, et bizarrement, parfois il y a des choses un petit peu immergées qui n'ont pas du tout acquis de notoriété et qui mériteraient d'être plus connues. Et je pense et particulièrement, moi, je crois que j'avais dit, YouTube est dans une dynamique aujourd'hui où plus il va y avoir de contenu subversif, plus il va y avoir des mécanismes qui vont réduire la vidéo. Et puis YouTube va aussi vers des vidéos qui vont être très accrocheuses dès le départ. Si on voit que c'est une conférence ou quelqu'un qui va parler de manière, avec un rythme un peu moins intense que ce que font la plupart des vidéastes qui ont une notoriété, parce qu'en fait ils surjouent, en fait chaque vidéo est surjouée.
et si on n'est pas dans ce moule-là, on arrive moins à accrocher, et du coup on est relayé, et, enfin, très vite on est complètement noyé par ce moule, en fait. Hmm. Ouais, c'est un constat intéressant parce que d'un côté tu soulignes donc une certaine inégalité de qualité de contenu et de l'autre une certaine forme de normalisation de la part de la plateforme, quoi. Ouais, alors, comment dire, la normalisation, effectivement, il va y avoir une normalisation des contenus par des très très gros youtubeurs. C'est-à-dire que voilà, il y a des très. Et puis il y a aussi quand même. Mais c'est pas généralement les youtubeurs qui m'intéressent, hein, parce que justement, l'ultra normalisation de YouTube, c'est probablement les contenus qui m'intéressent le moins, où on est quasiment que dans de l'émotionnel, que dans de la rigolade à deux balles. Enfin, du coup, c'est les contenus qui m'intéressent que. Après, il y a un deuxième niveau. Là, c'est vraiment le top de YouTube, mais en dessous, il va y avoir des gens qui vont avoir essayé de se rapprocher d'un contenu plus journalistique, mais qui vont être quand même avec une notoriété quand même très importante. Et au sein de ces gens-là, il va y avoir des contenus très inégaux. Par exemple, enfin, même Thinkerview, c'est une chaîne qui donne la parole. Ils choisissent leurs invités, hein, c'est plutôt quand même orienté gauche, on va dire, au niveau du choix des invités, mais même dans le choix des invités, hein, ils ont invité Lilian Thuram. Il avait des choses à dire certainement, mais bon, c'était pas les mêmes choses à dire que des spécialistes. Ils font aussi venir des spécialistes du marché des matières premières. Et effectivement, le choix des invités est inégal. Les questions sont pas toujours. Parfois, il y en a des pertinentes, d'autres beaucoup moins. Donc c'est très variable en fait. C'est à ce niveau-là que je parlais d'une inégalité en termes de contenu, hein. Parce qu'effectivement, dans les top de YouTube, le contenu est normalisé, mais c'est une normalisation malheureusement vers le bas, enfin, si on peut dire. Très bien. On continue avec la question numéro 6. Quels sont les écueils communs des vidéos d'études, des vidéos par exemple de fiches de lecture ou d'autres contenus que tu as pu voir et voilà, et quels peuvent en être les aspects les plus positifs selon toi? Les écueils communs des notes de lecture, enfin les écueils communs. Bon, ce que j'évoquais, c'est qu'effectivement, hein, il y a une espèce de normalisation qui permet d'accrocher l'intérêt de l'auditoire. Et ce qu'on peut reprocher un petit peu aux notes de lecture, mais en même temps, c'est quelque chose qui est assez dur à mettre en œuvre sur une heure, en fait, c'est d'arriver à avoir des variations de ton, de volume, de rythme, qui permet de maintenir en fait l'attention de l'auditeur en haleine. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur en tout cas sur des notes de lecture, parce que d'un côté on est obligé d'entretenir le processus intellectuel d'analyse permanente de ce qu'a bien voulu dire l'auteur. Du coup ça oblige à une forme de neutralité, de rationalité, de raisonnement, et de réintroduire de l'émotionnel là-dedans. C'est un exercice qui est quand même pas facile. Un des moyens de faire ça, c'est de prendre la posture de dire ok, je fais une vidéo de synthèse de 20-25 minutes où tout est scripté, et là du coup je peux réintroduire de l'émotionnel parce que je suis quasiment dans le storytelling, dans la narration, je sais doser dans ma rédaction de l'humour, et puis du donner le ton, bref, tu es vraiment maître de tout ce que tu dis mot par mot, et à la limite sentiment et émotion que tu injectes par émotion. Donc là, c'est plus vraiment le même exercice. Mais du coup, il y a aussi moins de densité, moins de contenu intellectuel, ou en tout cas, c'est beaucoup plus synthétisé. C'est pas le même exercice, tout simplement. Voilà, en termes d'écueil. Après, bon, ça c'est sur l'aspect, on va dire, conception et contenu vraiment. Au niveau des écueils, il y a toujours une attention à garder vis-à-vis de la qualité, particulièrement audio, hein, puisque au final, bon, certes on le fait sous forme vidéo, mais il y a, bon, je pense, peu de gens qui s'attachent à regarder la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder l'audio. En tout cas, c'est ce que j'ai fait
avec tes notes de lecture à toi, ou que je fais aussi avec celles de Michel Drac. Hein. J'ai même tendance en fait à les télécharger en MP3 pour quand je vais faire un peu de voiture, à me les mettre comme des émissions de radio. Exactement pareil Bon, ici. bah, et du coup, enfin, je pense que c'est en ayant conscience de la pratique et de la réception que vont en avoir les gens qu'il faut essayer de calibrer et de calibrer la qualité. C'est-à-dire que bon, l'image, certes, c'est important, on peut s'amuser à faire des beaux montages vidéo. Donc, il y aura certainement des personnes qui vont les regarder parce que ça va être des personnes qui vont avoir besoin du support vidéo. Mais il y a aussi une grande partie du public, particulièrement sur les notes de lecture, où c'est le son qui va primer. Mais même si ça reste un contenu où on privilégie la qualité du son, donc ça va dire réduire le bruit quand on va faire le montage vidéo, enlever toutes les parasites, les moments où on cherche nos mots dans les phrases, où on se dit que cette phrase-là, elle était peut-être un peu trop alambiquée et qu'on pouvait la faire beaucoup plus simple, mais qu'on s'en aperçoit qu'en le disant, et peut-être étant donné qu'on sait qu'on va faire le montage, on peut reformuler. Bon, il y a énormément de choses qu'on peut élaguer et ça se fait aussi avec l'expérience, parce qu'avec l'expérience, on ne se rend pas compte qu'on pourrait couper ou on pourrait ajuster telle chose, et puis en fait, on s'aperçoit qu'on peut le faire. Bon, ça prend peut-être un petit peu de temps, ça prend 1 heure le fait de tout élaguer, mais ce sera peut-être un peu plus confortable pour les gens qui écouteront au final. C'est bon, voilà, des petites choses comme ça pour le travail des vidéos auxquelles je pense. Ouais, bah c'est déjà pas Alors, mal. je déborde un peu sur les questions parce que peut-être que j'anticipe un peu aussi, mais vas-y, je te laisse continuer. Ouais, mais on est là aussi, comme je disais, le fait de répondre un peu à côté de la question ou au-delà, c'est aussi du contenu qui est intéressant. Donc même si on digresse, enfin le fait de digresser est en soi aussi un ajout de contenu. Donc je suppose que tu ne choisis pas tout à fait ce que tu dis au hasard. Donc franchement, ça pose pas particulièrement de problème. Donc, on poursuit avec la question numéro 7 sur les difficultés que tu as rencontrées lors du travail en amont concernant les vidéos, la lecture, la création des fiches de lecture et tout ça. Donc, des difficultés, bon, j'en ai pas rencontré énormément. Hein. Bon, il y a effectivement un investissement minimal pour s'équiper d'une caméra, d'un micro correct. Bon, ok, tout ça, c'est un investissement. C'était pas non plus si démesuré que ça pour moi. Il y a le travail. Enfin, disons que le travail, ça reste de toute façon un effort. Bon, voilà, pour moi, je ne considère pas ça comme une difficulté. En termes de difficulté, alors on peut parler de... Ouais, non, alors ça on retombe dans les conseils, mais de difficulté, non, fondamentalement, il n'y a pas quelque chose que j'identifie comme étant des difficultés, je veux dire. Voilà, c'est du travail, c'est des efforts. Faut pas simplement faut simplement garder ça en tête parce qu'il y a des gens qui vont regarder ce qu'on fait en se disant qu'on fait ça vraiment pour notre plaisir. Et voilà, c'est notre hobby du week-end de s'amuser à faire des vidéos. Non, c'est du travail supplémentaire, c'est tout. Ouais. Bah effectivement, je crois que c'est une citation de Churchill qui disait voilà, écrire un livre, ça commence comme une délivrance et ça termine comme une souffrance absolue. Parce qu'effectivement, bah, voilà, le début du travail est tout à fait évident, mais effectivement, c'est la quantité d'effort en fait, qui est quand même assez importante, c'est vrai. Et du coup, effectivement, bon, bah, à l'issue de ça, voilà, question numéro 8. Quels sont tes conseils pour la préparation en amont des fiches de lecture? Et une deuxième question sur les conseils sur la création des vidéos. Donc d'un côté, il y a la préparation, de l'autre, il y a le produit fini. Des conseils? Alors, les conseils, bah déjà, Michel en avait délivré quelques-uns qui étaient de l'ordre, par exemple, de prendre des notes, de mettre des petits croix. Il avait ses symboles, en fait, qu'il a noté sur le livre. Moi, je sais que je fonctionne pas, j'ai essayé, mais en fait, je fonctionne pas exactement comme ça. Je vais annoter le livre quand je vais le lire. Mais je vais me permettre d'écrire, parfois au stylo, parfois au crayon de papier, directement sur le livre, les idées qui me passent, les points sur lesquels je suis pas d'accord, pourquoi je suis pas d'accord. Et voilà, voilà, je ne m'embête pas de faire du livre un document de travail, en fait, de la noter comme
voilà, parce que en fait, un livre, c'est quelque chose qui devient assez personnel quand on le lit, et du coup, faut pas hésiter, pour moi, à se l'approprier, y compris de cette manière-là. Du coup, voilà, bah, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Mais mon conseil, c'est de faire de la manière qui vous paraît être la mieux pour vous, parce que si vous avez une capacité de mémorisation qui est très bonne, certainement comme celle de Michel Drac, se rappeler exactement l'objection ou la critique qu'on voulait faire en mettant une croix ou deux, très bien. Bon, et c'est aussi une question de temporalité, c'est-à-dire que si vous mettez la croix et que vous savez que vous allez faire la vidéo d'ici 3 ou 4 jours, ça peut suffire. Si malheureusement c'est sur un délai un peu plus long, moi les notes ça fonctionne mieux. Alors soit directement sur le livre, soit quand le livre n'a pas assez de place, hein, c'était le cas d'ailleurs pour le livre de Michel Drac, là, le dernier que j'ai fait sur Voir Macron, avec tous ces éléments de prospective qui étaient très ramassés. Là j'ai pris à côté des notes sur un bloc papier. Ok. Voilà. Les autres conseils sur la création des vidéos, donc ouais, voilà, être très vigilant par rapport au son, hein, c'est ce que je disais, enfin par rapport à la qualité des vidéos, de pas hésiter à élaguer. Il y a énormément de tutoriels qui existent après sur la mise en œuvre de tel logiciel vidéo, ou comment améliorer la qualité du son. Il y a Audacity, en tout cas, qui existe sur Windows, avec lequel je travaille. Ça fonctionne bien, d'être vigilant de ne pas avoir un son qui sature. Bon, bref, énormément de petits conseils comme ça, puis essayer d'avoir, même si on sait qu'on va jamais atteindre l'excellence, d'essayer de tendre vers ça quand même autant que possible. Sur la préparation des fiches de lecture, je me rappelle que tu avais mentionné un peu avant que nous fassions cette interview-là, le fait aussi de gribouiller entre guillemets directement sur les PDF en fait. Oui, Euh, ah oui, oui. Alors ouais, quand on peut se procurer des livres en PDF, moi je trouve, les versions PDF permettent d'annoter des commentaires, de surligner des passages. Et effectivement, quand on gribouille un livre, quand on veut mettre un commentaire en plus du premier commentaire pour se dire ah oui, il y a ça aussi qui me revient vu le passage d'après, c'est beaucoup plus facile en fait à mettre en œuvre dans le cadre d'un PDF, de compléter un commentaire. Le commentaire n'a pas de limitation de place. On peut beaucoup mieux cibler qu'est-ce qui nous a dans le livre inspiré ce commentaire-là. Donc, moi, je sais que j'avais travaillé comme ça sur l'enracinement de Simone Weil, j'avais trouvé ça bien. Malheureusement, tous les livres n'existent pas en PDF. Peut-être que sur les livres qu'on télécharge en version de liseuse, c'est possible. Moi, je n'ai pas de liseuse. Je préfère acheter les livres pour gribouiller dessus ou les trouver en PDF un peu par hasard. À mon avis, c'est surtout les vieux ouvrages qu'on peut trouver en version PDF. oui, en effet, c'est vrai que, enfin, d'autant que les versions propriétaires entre guillemets des livres, les versions électroniques des livres, en termes de prix, on s'y retrouve pas en fait, hein. Un livre qui vaut 20 euros va en valoir 14 en version liseuse, sachant que évidemment avec toutes les limites que ça a. Donc, je comprends tout à fait l'intérêt du livre physique. Euh, Parce que justement la version liseuse, on peut pas gribouiller en même temps, on peut pas être en train de travailler sur l'ordinateur en même temps, c'est quand même beaucoup moins évident. Du coup, on va poursuivre avec la question 9 qui est en écho avec une de tes réponses précédentes sur les réactions que tu as pu avoir concernant les contenus. Donc, soit des commentaires sur YouTube, éventuellement des commentaires de vive voix de la part de tes amis ou éventuellement des membres de ta famille. Est-ce que tu as eu des échos comme ça? Oui, alors, au final, alors, il y a deux choses. Il y a les commentaires sur YouTube. Les commentaires sur YouTube sont de toute nature, hein. Alors d'ailleurs, enfin, s'il y en a qui veulent plus m'entendre parler des commentateurs YouTube et de la petite pichenette que je leur ai envoyée dans la vidéo sur Michel Drac, dans la deuxième partie, je leur renvoie vers ça. Mais en fait, effectivement, il y a tout type de commentaires, hein. Il y a du commentaire évidemment trollesque. Moi, je réponds assez peu à ces commentaires qui sont négatifs, mais simplement pour faire perdre du temps. C'est-à-dire que avoir un commentaire critique et pertinent, c'est une chose, mais malheureusement, il y a beaucoup de commentaires négatifs qui sont juste là pour faire perdre du temps, pour t'amener dans des débats qui sont uniquement de la provocation et qui n'ont pas lieu vraiment à amener à rechercher la vérité.
Donc ça, bon, c'est certains commentaires. Il y a des commentaires qui sont beaucoup des encouragements, des félicitations, voilà. Donc ça, ça donne un peu de baume au cœur, c'est-à-dire ça donne envie d'en faire. Et puis après, les commentaires de la famille et des amis, globalement, c'est toujours positif, hein, mais effectivement, au final, réveiller réellement des gens comme j'avais espéré le faire, au final, il y en a eu quand même assez peu. Faut que je le reconnaisse. Hein. Il y a, en fait, je pense qu'il y a certaines personnes qui font de la vérité, de la volonté de tendre vers la vérité, d'avoir des connaissances vraies dans sa manière de déduire la vision du monde, d'avoir un paradigme qui soit basé sur des connaissances vraies. Il y a des gens que ça anime particulièrement, et c'est mon cas. Je pense que c'est ton cas aussi, mais au final, c'est pas le cas de la majorité des gens, ou en tout cas, pour la majorité des gens, c'est un objectif secondaire. Oui, c'est mieux d'avoir une vision des choses qui soit vraie, mais peut-être le bien-être personnel passe avant ça, peut-être l'intégration au sein de la société, le fait d'avoir un réseau social et d'être bien dans son réseau social et de ne pas privilégier une vision des choses qui soit vraie. Peut-être que l'intégration dans un réseau social étendu, c'est plus important, etc., etc. Bref, en termes d'ordre de priorité, il y a des gens qui placent certaines choses bien avant d'avoir une vision qui soit vraie. C'est une réalité. Bon, du coup, je l'accepte, elle est comme ça, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais pas... Au début, je voulais vraiment apporter le débat auprès de mon entourage, hein, particulièrement mes amis, en disant « Ouais, t'as vu ça ?» Enfin, je sais pas. Et du coup, au bout d'un moment, on se rend compte que les gens... Non, ils veulent pas, ça les intéresse pas ou trop peu, et que ça les embête parce qu'ils sentent que ça va... Enfin, pour plein de raisons. Pour plein de raisons, ça les embête. Et du coup, il faut l'accepter. Il faut accepter de faire avec l'intérêt qu'ont les gens, de ne plus aller les chercher sur les sujets qui vous intéressent vous, mais plutôt de partir éventuellement de leur intérêt à eux pour distiller une vision des choses qui est la vôtre, avec des éléments qui soient modérés, qui soient acceptables, et voilà. Mais malgré tout, dans le lot, dans ma famille ou des amis, très ponctuellement, j'ai eu des gens qui se sont intéressés, qui ont écouté, parfois qui étaient d'accord, qui n'étaient pas d'accord, mais qui ont eu la patience, qui ont eu la capacité, d'écouter un certain nombre de contenus. C'est quand même, c'est pas la majorité, ça fait partie de personnes qui sont pas les plus communes, on va dire. Ok, donc oui, effectivement, relativement peu de réactions, mais c'est tout à fait normal, il faut s'y attendre. Voilà, ça va avec le job, on va dire, c'est normal. Mais au final, ouais, voilà, pas de réaction, en tout cas au niveau de la famille et des amis, pas de réaction négative. Non, j'ai pas de souvenir de réaction négative. C'est-à-dire que les gens, même quand ils vont avoir, pour des raisons idéologiques, une perception négative de vos vidéos, ils vont jamais aller vous chercher frontalement. Enfin, j'ai pas le souvenir que quelqu'un soit venu frontalement dire non mais c'est insupportable ce que tu racontes, t'es devenu un facho, enfin, ou alors c'était un très bon ami quand il était sous, parce qu'il avait pas très bien compris tout, mais pour l'essentiel, les gens ont pas non plus le courage d'aller vous chercher frontalement de manière négative. Ça va être des gens qui vont avoir une vision positive, hein, par exemple. J'ai un oncle qui est marocain, qui a trouvé très bien ma vidéo sur le sionisme. Oui, bah écoute, ça m'intéresse, comment dire, je trouve ça bien qu'ils viennent me féliciter, mais ça me surprend non plus, pas totalement, hein, parce que je veux dire, il y a certaines populations qui sont plus sensibles à certains sujets que d'autres. Donc voilà, c'est comme ça. Ok. Compte tenu qu'on est quand même sur des sujets qui sont éminemment livresques, du coup, question 10, est-ce que tu as des lectures de référence et quel livre tu conseillerais à vraiment tout le monde, d'un côté, et éventuellement aussi à des personnes jeunes, peu importe ce que tu entends par le terme de jeune, mais voilà, quelles seraient tes lectures de référence pour, d'un côté, absolument tout le monde, et de l'autre, des jeunes gens? Alors, ouais, alors... Bon, déjà, comment dire, un livre que je conseillerais à tout le monde,
J'aimerais dire que j'aimerais pas répondre à cette question. Comment dire? Là où je suis mal à l'aise avec cette question, c'est que j'aime bien, quand je recommande un livre, arriver à partir surtout de l'intérêt de mon interlocuteur, parce que je suis parfaitement conscient que tous les livres peuvent pas convenir à tout le monde, même si moi j'ai une capacité à m'intéresser à beaucoup de choses. Je pars du principe que tout le monde s'intéresse pas à beaucoup de choses, qu'il y a des gens qui ont un intérêt. Donc voilà. Malgré tout, pour essayer de répondre à cette question, il y a un livre que je trouve très bien, enfin, en tout cas dans les premiers temps de ma chronique d'un éveil citoyen, il y a un livre d'Olivier Berruyer qui s'appelle Les faits sont têtus. C'est un livre qui est écrit gros, qui a beaucoup de graphiques, qui touche certes à l'économie, mais de manière quand même très simple. Du coup, c'est un peu ce livre-là que je recommanderais à tout le monde. Je l'ai offert à mon frère qui est pas un grand lecteur, me semble-t-il. Et du coup, voilà. Bon, le livre que je recommanderais à tout le monde, c'est une espèce de livre qui arrive à introduire des problématiques économiques et financières, mais très générales, mais dont tout le monde devrait s'imprégner un minima. Et voilà, il est construit de telle manière, avec plein de couleurs. C'est quasiment une bande dessinée économique. Donc bon. Voilà, je dirais ça. Et puis il y a des jeunes adultes. Bon, déjà, on pourrait leur recommander ce livre-là. Parce que justement, pour les raisons que j'ai évoquées, et voilà. Mais, enfin, comment dire, quand j'étais jeune adulte, il y a un livre, alors en termes de philosophie, parce que les jeunes les lancer dans des essais, dans des choses qui sont purement intellectuelles dès le départ, c'est pas toujours facile. Mais il y a un livre, en tout cas, en termes d'initiation à la philosophie, que j'avais trouvé bien parce qu'il était à cheval entre le roman et la philosophie. Il y avait le monde de Sophie, mais en fait, tous les livres qui vont être à cheval entre le roman et la critique sociale, même 1984. Alors 1984, il est épicé, mais il y a aussi Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Bref, des livres qui sont romancés et qui pourtant portent en filigrane une critique radicale de notre société. Je pense que pour des jeunes, ça peut être quand même assez intéressant. Ça peut être intéressant parce que c'est accessible et à la fois il y a des critiques viscérales dans ces ouvrages. Alors le monde de Sophie, il porte pas de critique viscérale, mais il porte une ouverture sur la philosophie, et la philosophie elle-même dans les choses qu'elle sous-tend amène à vouloir développer une vision du monde. Et rien que ça, ce premier déclenchement là, pour moi, est porteur de choses très intéressantes. Alors, je reviens aux commentaires d'avant. Au final, faut pas s'attendre à changer les gens simplement en leur montrant une vidéo. Ils vont dire « Ah oui, alors là, t'as changé ma vie, je vois plus les choses du tout pareil. » Non, dans la plupart des temps, ça se passe pas du tout comme ça. Par contre, ce qui est possible, c'est de mettre des graines, des idées de graines. Et je sais que ça s'est passé comme moi, par exemple. C'est comme ça pour moi avec Étienne Chouard, sur ses idées sur la démocratie. La première fois que j'avais entendu parler de lui, un type qui parle de tirage au sort pour coller plus à l'idéal démocratique, il est vraiment désespéré. Quoi. Alors qu'en fait, ça fait sens quand on approfondit la question. Réellement, ça a beaucoup de sens. Mais il faut que l'idée fasse son chemin, en fait. Et en fait, la capacité des gens à évoluer, c'est une capacité à s'approprier des idées, mais je veux dire en eux-mêmes. Et en fait, c'est plus un cheminement intellectuel personnel qu'une vidéo, qu'une chose qui va les faire changer brutalement d'avis. En effet. Donc oui, effectivement, c'est d'une certaine manière, c'est toute une pluralité d'œuvres auxquelles il faut s'intéresser. Oui. Et du coup, justement, puisque nous avons abordé d'un côté les livres et que de l'autre, on est intéressé par la création de vidéos. Du coup, même question d'une certaine manière. Donc, question numéro 11. Donc, as-tu des vidéastes de référence et y compris des références un peu anciennes, donc éventuellement des vidéastes que tu as arrêté de suivre, mais qui t'ont marqué. Ou alors des vidéastes que tu as découverts très récemment. Donc, vraiment, tu as le droit de citer ce que tu veux. Alors, bon...
Moi, évidemment, j'ai beaucoup suivi les choses. Oui, bah, on va dire, on va parler de Michel Drac encore une fois. Hein, je t'ai offert le mug. C'est l'intérêt qu'il avait quand même, c'était effectivement parce que des gens qui ont une idée sur le monde et qui la déploient dans des vidéos, il y en a beaucoup en fait. Il y en a énormément. Et même des gens qui ont des idées intéressantes sur le monde. Hein, je veux dire, on peut citer du Delavier qui va vous parler de l'énergie, tout ça. C'est des gens qui ont des choses à dire et qui ont une perception qui décline en fait sur des vidéos. C'est intéressant, mais au bout d'un moment, c'est la même perspective, c'est la même vision des choses. Et là où il y avait un apport intéressant de Michel Drac, c'est bon, certes, il avait sa vision des choses à lui, mais surtout, à chacune de ses vidéos, il arrivait à offrir de manière, disons, relativement neutre, on ne l'est jamais totalement, mais relativement neutre, des synthèses d'ouvrages qui offraient des visions des choses qui étaient différentes de la sienne. Donc en fait, à chaque vidéo, on avait quasiment une manière de voir le monde ou une manière d'exprimer sur une thématique précise avec des arguments solides ou relativement solides des choses. Et c'était ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il constitue un vidéaste de référence, c'est qu'il arrive à déployer des analyses qui sont même plus forcément les siennes, ou entre guillemets à vouloir faire une analyse, mais en se basant sur des analyses qui les dépassaient. Par exemple, il avait parlé de vouloir faire une vidéo de synthèse sur le racisme anti-blanc et sur l'État islamique. Au final, ces vidéos de synthèse, on les a jamais vues, elles n'existent pas. C'est vrai, il faut le reconnaître, mais l'intérêt surtout qu'il a eu, c'est de prendre... Elles existent un peu de fait, mais elles existent uniquement par les livres qu'il a regroupés, sur lesquels il a fait des notes de synthèse, en fait. Et c'est pour ça qu'en soi, il constitue une référence à mon sens. Après, il y en a d'autres, oui, je pourrais m'amuser. Alors, si tu veux, si tu as la patience, je peux m'amuser à parcourir un petit peu toutes les chaînes YouTube auxquelles je suis abonné, pour regarder un petit peu, bon... Notamment des vidéastes pas nécessairement très connus, justement. Ça serait d'autant plus intéressant, je pense. Ouais, alors, bon... Deux ou trois non, ça suffira. Médias non mainstream, qui ont été, alors qui se sont arrêtés, par exemple, là je vois RT France, qui ont été dans le cadre de la guerre en Ukraine, Sputnik et RT qui ont été squeezés. Il y avait une chaîne, des chaînes aussi qui se sont arrêtées pour diverses raisons, parce que ça prend du temps et ça ramène quand même pas d'argent, c'est pas des choses qui font vivre. Hein. Il y avait le 4e Singe, l'agence Info Libre, qui ont un petit peu cessé leur activité, parce que quand on fait des choses de manière bénévole pour le bien commun, au bout d'un moment, si on n'a plus le temps et les financements, ça finit par s'arrêter. Mais malgré tout, au sein de ces vidéos-là, il y a certainement des choses en termes de connaissances qui subsistent et qui sont intéressantes. Récemment, je me suis abonné à Arte parce que des fois, il y a des vidéos, des documentaires qui peuvent être intéressants, mais il y a toujours une espèce d'orientation mainstream minimale, même au niveau d'Arte. Qu'est-ce qu'il y avait ? Alors, il y a aussi des chaînes YouTube du type bibliothèque ou université. Alors là, je vois la bibliothèque de Bordeaux qui peut publier des conférences. Alors, il y a une conférence de Barbara Stiegler sur l'idéologie des biais cognitifs. Bref, la bibliothèque de Bordeaux a publié des trucs. Il y a Café Crayon, évidemment. Il y a la chaîne de Cause Toujours. C'est une chaîne YouTube. Alors, c'est marrant parce que eux, je les ai rencontrés tout au début... de ma chronique d'un éveil citoyen. Au début, c'était sur leur chaîne qu'étaient publiés mes épisodes de la chronique d'un éveil citoyen. C'est des gens qui sont vraiment des démocrates radicaux, qui ont une vision de la démocratie où il faut qu'il n'y ait pas de représentation. Eux, c'est des démocrates directs, démocratie directe pure. Et puis, c'est marrant des fois de voir leurs évolutions, de voir les vidéos qu'ils publient. C'est marrant de voir l'évolution des gens, je trouve. Voilà. Même si on n'est pas du tout d'accord, de voir le rythme, ou alors est-ce que tu as l'impression qu'ils régressent ou qu'ils avancent, tu sais pas. Tu explores. Il y a le cercle d'Aristote, ça c'est un classique, ils font quasiment partie des gens qui ont une notoriété. Ils publient des vidéos intéressantes. Après, c'est vrai que les entretiens de Pierre-Yves Rougeron,
comment dire, des fois, je regrette que ce soit un peu du pugilat, que ça aille pas au cœur des connaissances, donc, qu'il y ait un peu trop de dentelle et qu'en termes de contenu, finalement, des fois, on se dit, attends, C'est toujours un équilibre un petit peu particulier justement parce qu'il faut aussi appâter le chaland. Donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de spectacle, d'autant qu'il a arrêté de faire des plaisanteries qui n'étaient pas toujours à la fois qui n'étaient pas toujours parfaites, et en plus de ça souvent c'était des attaques, des espèces d'attaques ad hominem sur certaines personnes. Mais bon, depuis un ou deux ans il a arrêté cet aspect-là, du coup c'est quand même un peu mieux. Mais effectivement c'est sûr que c'est pas toujours hyper approfondi. Je t'ai interrompu, tu disais? Non, non, bah, je suis surpris que tu me dises qu'il a arrêté parce que j'avais remis la main sur une vidéo dans le cadre de Ouais. la campagne présidentielle. J'ai écouté le début des curés de campagne, c'était quand même. Alors, c'est de contexte, hein, je veux bien, hein, la campagne présidentielle, c'est du pugilat, mais Hmm. bon, voilà, il y a des gens que ça va galvaniser, et moi ça me désintéresse, mais bon, après chacun voit midi à sa porte, évidemment. Ouais. Il y a une chaîne qui s'appelle Le Cercle des Volontaires, ouais, c'était Raphaël Galland, je crois, qui animait cette chaîne. Je vois qu'il publie toujours des choses. Voilà, ça fait partie des médias un petit peu alternatifs, mais un peu bénévoles quand même, mais qui arrivent à tenir le coup. Hmm. Il y a aussi, bah, évidemment, alors, Investigation de Michel Collomb. Voilà, quand on veut s'imprégner des problématiques de la guerre en Ukraine, je le trouvais intéressant. Bon, le Cercle des nationalistes français, je m'étais abonné à ça. Il y a alors Charles Robin qui lui avait une chaîne qui s'appelait Charles Robin, sur laquelle il publie plus de vidéos, mais qu'il a fait une chaîne qu'il a appelée Le Précepteur. Donc c'est une chaîne orientée philo. Moi je sais que au niveau de la philo, j'ai peut-être 3 chaînes qui sortent. Oh, allez, il y en a plusieurs. Donc il y a Charles Robin qui est quand même assez marqué dissident. En termes de chaîne de philo marqué dissident, il y a Charles Robin qui avait voulu, par exemple, qui avait fait un dialogue avec Michéla, un livre avec Michéla écrit en commun. En termes de chaîne YouTube, il y a Le Dieu de la philo. En fait, c'est quelqu'un qui fait de la philo, mais qui est chrétien. Que je trouve intéressant, j'ai découvert récemment pour le coup. Puis après il y a Mr. Phi qui fait des vidéos aussi. Alors lui, par contre, il a acquis une très grosse notoriété parce que ses vidéos sont très dynamiques, très intéressantes, et il arrive aussi à aller à l'essentiel. Alors par contre, il est plutôt mainstream, je pense, dans sa vision des choses, mais effectivement, quand les gens connaissent pas Nietzsche, hein, tu me parlais pour un jeune public, pour découvrir Nietzsche, voilà, là, il met le doigt sur la généalogie du mal en des vidéos très courtes, hein, 1/4 d'heure, 20 minutes, bam, il arrive à bien synthétiser, on comprend bien ce qu'a voulu dire Nietzsche et sa vision morale du monde. Qu'est-ce qu'il y avait? Le cercle Henri Lagrange. J'avoue que des fois j'aime bien m'abonner à des chaînes tombé par hasard de gens qui relient des vidéos. Donc ah oui, en termes de philosophe, il y a Cyrus North, alors que il publie pas énormément de vidéos, il en a publié à une époque, et puis surtout, et en fait, il s'est quasiment devenu on peut dire un précurseur en matière de transhumanisme. Alors le transhumanisme, j'avoue que c'est une question que je suis autant par méfiance que par curiosité, parce qu'il y a des gens qui sont là-dedans, et du coup, lui, il s'était fait greffer un truc pour détecter le Nord en permanence. Bon, voilà. Donc Sirius North. Qu'est-ce qu'il y avait alors la chaîne de DataGull qui était des petites vidéos courtes, mais bon, très orientées mainstream quand même, parce que c'était. Mais du coup, ce que je retiens, alors déjà en premier lieu, ce qu'on essaiera de faire dans le commentaire de la vidéo, c'est peut-être de mettre quelques liens, non pas tant peut-être des liens de chaîne, mais peut-être des liens vers des vidéos spécifiques qui nous ont plu. Par exemple, sur le précepteur, par exemple, une vidéo du précepteur qui nous a plu plutôt que simplement la page générale. Et ce que je note aussi, c'est entre guillemets, la méthode qui est de s'abonner un peu au hasard à tel ou tel, quitte à se désabonner, après, une fois qu'on a véritablement découvert la chaîne, quoi. Ouais, même moi, j'avoue que j'ai un usage assez différent. Je pense pas que ce soit fait pour ça, hein. C'est au contraire de m'abonner à plein de choses sans vraiment
y aller quand j'ai les informations d'un abonnement. D'ailleurs, là, YouTube, sur ma chaîne de présentation, il remonte qu'à moitié les chaînes où je suis abonné. Hein. Il remonte quasiment plus ça. C'est plus en termes d'archivage. J'ai l'impression que c'est quasiment des dossiers dans lesquels il y a des vidéos qui sont enregistrées, et je m'en sers un petit peu comme ça. Puis des fois, je sais pas ce qui me prend. Je me dis, qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne-là? Et puis, je regarde les dernières vidéos en fonction de celles qui ont eu de l'intérêt, dont le sujet peut m'intéresser. J'y vais et puis je regarde. D'accord. En fait, encore d'une certaine manière la même question qui est déclinée. Donc la question 12 sur les références médiatiques de grand chemin, ce qu'on appelle les médias mainstream. Est-ce qu'il y a un média mainstream que tu suis réellement, soit parce que tu trouves qu'ils sont judicieux, soit d'une certaine manière par illustration, par contre-exemple, d'une certaine manière. Est-ce que tu as des références comme ça? Oui, alors j'avoue que ouais, référence médiatique de grand chemin, j'aime bien l'expression. Oui, parce qu'en fait, j'avoue qu'au quotidien, des sources d'informations dissidentes, j'en ai quasiment plus, ou alors j'y vais des fois quand j'ai besoin d'une tonalité un petit peu différente pour regarder des contre-arguments éventuellement. J'avoue qu'actuellement, ma source d'information quotidienne et mainstream, c'est Boursorama. Bon, c'est des flashs qui doivent venir de l'AFP. Enfin, c'est plutôt orienté économique et financier. Donc ça, c'est plutôt effectivement ma manière un petit peu de sonder la situation actuelle. Je dois avoir une déformation un peu j'ai une formation comptable un peu de base, et je dois être un peu déformé par ça. C'est-à-dire que pour comprendre des choses, les mouvements de fond en termes de rapport de force monétaire, de rapport de force économique, au niveau de l'inflation, etc. Ça, j'ai besoin de le suivre beaucoup pour comprendre quand il se passe des choses. Et ça remonte beaucoup dans Boursorama. Donc, je suis Boursorama. Puis également, au niveau des chaînes YouTube, il y a des chaînes qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Il y a une nouvelle chaîne qui s'appelle Synapse qui vient de se créer, qui interroge beaucoup des gens sur ces thématiques-là. Puis je sais pas, il y a aussi Élucide de Berruyer. Alors ça, c'est quand même différent. C'est du Olivier Berruyer avec la sauce Olivier Berruyer. Je trouve qu'on a perdu en fond, et que c'est un peu des gens qui viennent vendre leur camelote à métier. Mais bon, j'en ai écouté certaines, hein, c'est intéressant, ça défoule, puis c'est des gens qui se sont écartés quand même du mainstream. Mais non, en termes de médias mainstream, voilà. Moi, actuellement, c'est un peu du Boursorama. Mais après, pour tout le reste, j'avoue que tout ce qui va être, par exemple, du France Inter, quand ma compagne écoute du France Inter le matin, il suffit de 2 minutes de russophobie hystérique pour dire... vous allez trop loin, j'en peux plus. Vraiment, j'ai du mal à tenir. Ça me ferait trop mal de m'infliger ça. Et l'avantage d'un média écrit un peu comme Boursorama, c'est qu'au moins on choisit, on choisit quand on s'arrête, quand le truc ne nous intéresse pas, paf, on change de sujet. Alors que malheureusement, à la radio, on peut pas les arrêter de parler. Ils continuent dans leur délire, dans leurs hystéries. Alors, ça peut être de la russophobie, mais ça peut être totalement autre chose. Hein. Malheureusement, les sujets sont divers et variés pour m'agacer et pour raconter n'importe quoi. D'accord. Et du coup, donc plus généralement, donc par rapport aux 3 questions qu'on vient d'aligner, selon toi, quels sont les critères d'une source, que ce soit d'un côté les livres, on a parlé de ça, des médias, enfin des vidéastes ou des médias moins connus, ou excuse-moi, des médias plus mainstream. Comment tu choisis tes sources, comment tu choisis tes sources, et comment tu choisis de rester fidèle à une source médiatique, éventuellement livresque. Malheureusement, comment dire, en termes de fidélité médiatique, j'ai pris le parti de plus être fidèle tout. Je suis un infidèle médiatique par essence, j'ai l'impression. Du coup, je suis un peu embêté, quoi. Les critères d'une source, en fait, en termes de fréquence, c'est-à-dire que vous avez une source, vous l'utilisez. Bon, ok. Vous avez constaté que régulièrement, elle a des écueils où elle est pas fiable avec telle ou telle fréquence. Si c'est trop fréquent, moi je vous conseille de passer à autre chose. Et
et plus vous l'utilisez et moins vous avez de constats qu'elle va raconter n'importe quoi, plus vous pouvez rentrer dans une espèce de routine tout en étant méfiant que du jour au lendemain, elles peuvent, ça peut déraper ou ça peut dire une connerie. Tout le monde raconte des conneries au final, dans une certaine mesure et dans certains contextes. Donc les critères d'une source, c'est à quelle fréquence elle raconte des choses qui paraissent fausses. Voilà. Bon, c'est vrai autant pour des médias que pour des journalistes, parce que, alors plutôt que de parler de journalistes, moi je sais que sur Facebook, j'y vais pas beaucoup, mais quand j'y vais, il y a 3-4 personnes sur lesquelles les posts me reviennent et qui sont quand même inscrits, alors dans les milieux alternatifs et qui vont rediffuser des choses, republier des choses, et je vais m'informer par ce biais-là. Après, c'est des choses, généralement, c'est des personnes qui sont sélectives dans leur publication, et du coup, ils ont tendance à pas publier n'importe quoi. Ou alors, au contraire, il y a aussi des osos qui avaient demandé à être amis avec moi, qui vont publier des grands n'importe quoi, ou des choses à moitié sérieuses. Tu fais, oh non, quand même, c'est gros. Bon, allez, je republie pour voir la réaction. Et puis des fois, ça apporte de la contradiction. Il y a des gens, enfin, je veux dire, ça, au niveau du Covid, il y avait quelqu'un qui avait posté un post qui était quand même assez bien complotiste sur les bords, mais je me dis, c'est gros, je leur publie pour voir comment les gens... Et puis j'ai des copains qui sont pharmaciens et qui sont venus et qui ont démonté le truc point par point, et du coup aussi quand il y a des trucs tu te dis non mais quand même mec, c'est pas trop sérieux, mais en même temps ça me fait marrer, alors je leur diffuse, et du coup ça permet aussi des fois de se dire, de forcer les gens à se positionner et d'apporter des éléments contradictoires, et des gens qui connaissent mieux le sujet que soi. Donc voilà, republier des choses, ça peut être intéressant pour voir aussi la réaction et la contre-argumentation face à des choses qui ne sont pas toujours sérieuses. Bon, bref, alors j'ai un peu dérivé. Voilà, les critères d'une source. Donc faut admettre qu'il y ait une part de faux dans chaque source. Et j'avoue que j'ai plus de médias où je me dis non, c'est sûr, parce que même Boursorama, ça reste du mainstream. Et le mainstream, on sait qu'il y a une part significative qui est corrompu, mais c'est aussi vrai dans les médias alternatifs, je veux dire, soit du côté de l'extrême gauche ou Thinkerview, je veux dire, ou même Olivier Berruyer, ils ont tous leur marotte qui fait que tu te dis, là sur ces sujets-là, je peux pas les suivre, donc ils sont pas totalement objectifs eux-mêmes. Et puis même par exemple, il y a Osons causer, c'est une chaîne alors plutôt orientée à gauche, ils ont fait des trucs bien, mais des fois, il y a un côté où ils ont pu m'apparaître un peu comme prétentieux en disant, voilà, nous sur un sujet, on va tout recroiser les sources, ça fait du béton, on va tout retourner avec une espèce de certitude comme quoi ils auraient fait le tour de la question. Alors, bon, ils sont sympas, moi je les aime bien, ils peuvent apporter des éléments, mais avoir une telle certitude dans le fait qu'on a totalement maîtrisé le sujet à un instant T, je suis pas tout à fait à l'aise, et du coup ça démontre aussi un manque de recul. Donc voilà, les critères d'une source, je sais pas ce que t'aurais attendu. Non, mais ça me va. C'est le but aussi d'avoir des questions qui sont un petit peu vagues, dans le sens où tu peux choisir l'angle par lequel tu vas répondre à la question. C'était l'objectif. Et à propos de questions, la dernière, donc voilà, qui va se recentrer un petit peu sur toi et puis sur ce qui nous a mené entre guillemets ici. Donc question 14 et dernière question, quels sont les points que tu souhaites développer à l'avenir dans ta chaîne, peut-être même d'ailleurs ailleurs, et quels sont tes projets, même minimes, concernant ta chaîne ou le travail qui est lié? Alors, là, au niveau de ma chaîne, en tout cas, on va commencer par là. Là, actuellement, j'arrive à me dégager un tout petit peu de temps. J'aimerais bien, donc il y a 3 vidéos un petit peu qui parlent plutôt de
de mes considérations personnelles, de certaines de mes perspectives qui peuvent être intéressantes de connaître dans le cadre notamment de futures fiches de lecture ou notes de lecture ou prises de position sur tel ou tel sujet, parce que elles permettent de comprendre ma vision des choses et d'où je parle. Ça peut être intéressant dans une certaine mesure. Donc j'ai fait la vidéo sur Dieu, je pense en faire une plutôt sur la morale, mais bon, pas pour demain, enfin quand je trouverai le temps. Et peut-être une autre sur l'amour, ou je sais pas, quelque chose comme ça, mais ça c'est beaucoup moins sûr. Et peut-être que je me lancerai dans la note de lecture d'essai de Michel Drac, un plus gros livre, pour moi le livre qui est certainement le plus intéressant, en tout cas le plus dense intellectuellement qu'il a écrit. Peut-être que je me lancerai là-dedans. Donc ça c'est pour les projets de vidéo, mais il ne faut pas être trop pressé, évidemment. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup moins de temps qu'à une certaine époque pour les vidéos. Les poules. Comment ? C'est à cause des poules. Oui, voilà, c'est les poules qui pondent énormément. Tout ça. Non, mais tu serais surpris, hein, mais tout ça pour dire. En termes de projet, en fait, ce dont je m'aperçois, c'est que vraisemblablement, YouTube est en train de prendre une direction de mainstreamisation. C'est-à-dire que de plus en plus, YouTube va vouloir stimuler des contenus qui vont être très formatés sur de l'émotionnel, sur des contenus, en termes intellectuels qui vont pas forcément être très forts. Et même ceux qui avaient des contenus, sur le plan intellectuel qui étaient pauvres, simplement parce qu'ils voulaient faire de la création. Par exemple, il y a le joueur du grenier qui est un concepteur de vidéos consacré à des jeux vidéo qui lui apportait énormément de soins à ses vidéos, qui prenait parfois des musiques ou des brèves coupures de pub. Là, YouTube est en train de striker énormément de vidéos simplement parce qu'elles ont utilisé tel ou tel morceau de vidéo et de musique, et c'est pas impossible qu'un jour toute ma chronique d'un éveil citoyen saute parce que la musique que j'utilisais dans le générique, ça y est, en fait, ils ont décidé de même plus la rémunérer, parce qu'actuellement, ça m'empêchait, ça prenait les éventuels revenus, mais là, simplement, l'interdire brutalement. Donc, il y a cette dynamique-là qui est très malsaine au niveau de YouTube, qui freine à la fois la création, à la fois les contenus subversifs, et qui met pas en avant les contenus de qualité sur le plan intellectuel. Donc, toute cette dynamique-là fait que on nage à contre-courant fondamentalement sur cette plateforme. Partant de ce constat, et aussi de l'idée que vraisemblablement, c'est pas sur YouTube qu'on va pouvoir mettre en relation les intelligences, parce que je sais pas si tu te souviens l'idée que le web à la base c'était un web qui mettait en relation les individus, les institutions, les connaissances. En fait, le web de la connaissance, pour moi, il existe déjà. Il y a énormément de gens qui ont fait des contenus, ou même parce que le web, c'est pas que YouTube, hein, il y a Wikipédia, en fait. Wikipédia, c'est des connaissances collaboratives. Le web de la connaissance, d'une certaine manière, il existe. Il existe, simplement, il est noyé dans le web d'autres choses, le web de l'émotionnel, de la bêtise, d'autres choses. Mais le web de la connaissance, fondamentalement, il existe. Ce qui manque encore, effectivement, pour moi, mais peut-être que ça existe, mais en tout cas, j'en ai pas connaissance, et ce qui va être vraiment un objet de réflexion et de travail, ça va être soit de découvrir ce web de l'intelligence qui existe et que j'ai pas encore découvert, soit d'arriver à mettre en place les prémices d'un web de l'intelligence. Et le web de l'intelligence, pour moi, c'est quand on arrive à mettre en relation des gens qui mènent des réflexions, de les mettre en relation ensemble, et d'arriver à faire une cartographie de ces gens qui, à la fois, présentent des connaissances, mais arriver fort de cette présentation de connaissances et de cette absorption de connaissances qui permet de déployer une forme d'intelligence, après de les mettre en relation et d'arriver à produire quelque chose. C'est assez ambitieux, mais au final, vu la situation actuelle, je trouve que c'est ce qui serait le plus salvateur, en fait, d'arriver à développer, à encourager, et ça me paraît d'autant plus important de développer
ce web de l'intelligence, de mettre en relation des intelligences, que ça permettrait, donc, en parallèle de ça, mais au final ça se rejoint, un des projets personnels, ce serait d'arriver à dégager une forme de doctrine ou de vision du monde partagée, puisque quand on regarde les choses telles qu'elles sont, okay, il y a le côté mainstream. L'avantage du mainstream, même s'ils le font de manière propagandiste, c'est-à-dire en ayant une formation qui est formatée, ils arrivent à projeter chez les membres, chez les individus qui écoutent beaucoup les médias mainstream, une vision du monde qui soit commune et partagée, surtout partagée. Du coup, ça leur permet de s'accorder et d'être quasiment tous d'accord sur la plupart des sujets. C'est une des choses qu'arrive à faire l'idéologie dominante et les médias dominants. Malheureusement, heureusement, il y a des gens qui se détachent de ça, qui s'inscrivent en contradiction avec cette information dominante, cette information mainstream, mais ils sont repoussés vers toute une mosaïque de petites sources d'information. Type Thinkerview, chacun construit sa petite chapelle, ses petites chapelles médiatiques et s'informe différemment, de l'extrême gauche à l'extrême droite, chacun fait son petit marché, mais au final, les milieux alternatifs sont un morcellement idéologique, qui est d'une telle diversité que jamais on pourra avoir une structure homogène qui pourra faire contrepoids. C'est-à-dire, tant qu'on opposera quelque chose qui est extrêmement granuleux et extrêmement hétérogène face à un ensemble qui est homogène et bien que très loin de la réalité, en tout cas sa force c'est d'être homogène et d'arriver à être un corps social structuré. Tant que face à ça on aura un morcellement de choses, d'idéologie et de vision des choses. Je raccroche le nez, très bien. Tant qu'on aura ça, on sera vraiment dans une faiblesse politique et sociologique et culturelle qui sera considérable. Et donc l'idée, ce serait d'arriver à une doctrine qui soit à la fois le fruit de ces intelligences, mais qui ait un côté rationnel et qui puisse aborder les choses en disant voilà, bon, on n'est pas d'accord sur plein de sujets, mais quelle vérité on peut dégager quand même en se parlant et quel corpus idéologique commun on peut dégager. Alors c'est très très utopique, d'autant qu'il y aura toujours des divergences politiques qui persisteront. Fondamentalement, il y aura toujours des gens qui voudront beaucoup plus tendre vers une forme de communisme et d'égalité économique et d'autres non. Mais il y a quand même des sujets sur lesquels on peut avancer. Je veux dire, sur le réchauffement climatique qui fait l'objet d'une vraie obsession, particulièrement dans les médias de gauche, etc. Il y a des vraies choses qu'on peut essayer de poser, il y a des vrais débats qu'on peut essayer de faire avancer sur le plan collectif en ayant une approche rationnelle des choses, je pense, et de dégager un corpus avec des gens qui soient de bonne volonté, qui soient quand même ouverts d'esprit, qui aient une capacité de dialogue, d'arriver à dégager une espèce de doctrine commune. Ce sera un peu ça. Ok, c'est un gros morceau, hein. C'est un gros morceau de s'attaquer à une telle chose. Mais bon, écoute, c'était la dernière question de cette interview qui va entre guillemets dans un sens. En l'occurrence là, c'était ta partie. Donc on va s'intéresser un petit peu après dans une autre vidéo qui sera publiée. Alors je ne sais plus exactement la décision que nous avions prise, si c'était ton interview qui était diffusée sur ma chaîne et réciproquement. C'est ce que tu avais proposé, ça me paraît logique que mon interview soit publiée sur ta chaîne et après inversement. Voilà, du coup, les personnes qui suivent la vidéo actuellement savent où aller. De toute façon, le lien sera dans les commentaires. Donc voilà, merci beaucoup pour ton temps et pour tous les ajustements techniques qui ont précédé cet enregistrement. Et du coup, rendez-vous dans la deuxième vidéo, donc un peu après.
Voilà. Si vous voulez tout savoir, on va faire une petite pause, et on recommencera. Donc voilà, merci à tous pour votre attention. Merci à Alban d'avoir répondu aux questions. Merci à toi. Voilà, et je vous souhaite à tous de bonnes journées. Merci.